La question que nous allons traiter aujourd'hui est: la politique est-elle un jeu de l'ego? La semaine dernière, quand j'ai tiré au sort ce sujet, je me suis dit, chouette, de la politique. Mais quelle ne fut pas ma stupéfaction lorsque j'ai découvert que je devais défendre la thèse du nid. En effet, ces derniers temps, j'étais un peu tombé dans la facilité, vous savez, lorsqu'on regarde un petit peu trop BFM TV, on a tendance à penser un peu n'importe quoi. Parce que même si la première impression est parfois la bonne, je pense sincèrement que quand on réfléchit sur le concept même de politique avec un grand P, on arrive à la conclusion que la politique n'est certainement pas un jeu de l'ego. Et le tous pourri que l'on nous rabâche quotidiennement n'est qu'un dévoiement, une dérive de ce qu'est la politique par essence. Nous allons donc répondre à la question suivante. La politique est-elle un jeu de l'ego? Répondre par l'affirmative reviendrait-il à réduire la chose politique à ça? Les débats entre hommes politiques consisteraient-ils seulement à chercher qui a la plus grosse? Eh bien non, mesdames et messieurs. Ce serait une grave erreur de penser de la sorte. En effet, il en va de mon devoir de citoyen de vous démontrer par A plus B que politique et égo sont diamétralement opposés. Je vais le montrer pour commencer, puis nous constaterons que oui, politique et jeu ont des liens. La politique est parfois ludique, mais il ne s'agit jamais d'un jeu de l'ego. Il est fondamental de se concentrer sur la notion de politique. Qu'est-ce que la politique? La politique, c'est ce que font les hommes, leurs institutions, leurs actions, qui permettent de déterminer le gouvernement d'un État, d'une société, et de mettre en œuvre ainsi l'action du gouvernement, des dirigeants. L'adjectif politique vient du grec polis, la ville en grec. Par conséquent, faire de la politique, c'est aménager la cité, la ville, pour que les citoyens puissent vivre confortablement. L'homme politique, au sens premier du terme, est donc celui qui s'occupe des affaires publiques, donc des autres. On voit bien ici que son intérêt propre n'entre pas en ligne de compte. Il est occulté par ses prérogatives publiques. Œuvrer en politique, c'est donc œuvrer pour le bien commun, pour l'intérêt général. Je vous le redis, l'ego n'a pas lieu d'exister en politique. Un homme qui a pour préoccupation principale les affaires publiques ne peut se considérer comme le centre du monde, ne peut considérer uniquement ses intérêts, comme un homme égoïste le ferait. Évidemment, vous n'êtes pas sans savoir que le mot égo renvoie à la notion de psychanalyse freudienne, désignant le moi, le je. Par extension, on serait très critique vis-à-vis d'un homme politique qui ne cesserait de rapporter tout au moi. Moi, président, moi, président. Bref, nous nous égarons. Ainsi, lorsque l'action d'un homme politique est dictée par son ego, cette action sort du cadre politique. Aristote, dans son œuvre politique, présente celle-ci comme inséparable de l'éthique. Et les philosophes ajoutent que l'homme, animal politique, doit pouvoir bien vivre, c'est-à-dire vertueusement dans la cité. Or, aucun d'entre vous ne pourra nous soutenir que l'égoïsme est une vertu. Loin de là. Si poursuivre son intérêt propre peut s'avérer bénéfique pour le peuple, c'est là une hypothèse bien exceptionnelle, si ce n'est hypocrite, qui ne saurait être présentée comme vérité générale. Cette idée est reprise par Montesquieu au XVIIIe siècle. Il affirme, je cite, « Les politiques grecs ne reconnaissent d'autre force que celle de la vertu. » Nous l'avons vu, l'ego n'a jamais été une vertu, que ce soit dans la Grèce antique ou de nos jours. Bien entendu, les Grecs ne sont pas les seuls à avoir théorisé la politique, mais leur vision est la plus répandue dans notre société et constitue le pilier fondamental de notre construction politique contemporaine, notamment en termes de démocratie. Je suis, tout comme Aristote, convaincu que la finalité de la politique est l'atteinte du bonheur par tous. Aristote estime que la politique est la plus haute de toutes les sciences, car elle a pour but d'établir le bien de tous au moyen de la justice. Si cela peut paraître utopique, voire complètement fou, c'est que nous avons oublié le sens originel du terme politique, alors que cette notion est pourtant abondamment commentée, utilisée au quotidien. Je souhaite donc que nous revenions à cette idée pourtant simple. Ceux qui nous gouvernent, c'est-à-dire dans notre système démocratique, ceux que nous élisons, doivent tout faire, tout ce qui est dans leurs moyens, pour que la majorité atteigne le bonheur. Et je précise bien que l'homme politique veut tout faire pour atteindre le bonheur pour la majorité, non pas pour lui, ni pour ses proches, infime. Ce qui exclut, encore une fois, l'ego. Auguste Comte disait « Les morts gouvernent les vivants ». L'homme politique hérite du poids de l'histoire française,
façonné par ses prédécesseurs, ne peut faire primer sa petite personne face à l'histoire avec un grand H. Évidemment, je ne nie pas les faits que l'ego se mêle parfois à la politique. Je nie le fait que l'égoïsme soit un mode d'action politique. Dire que tous les hommes politiques sont égoïstes serait comme dire que tous les musulmans sont terroristes, n'en déplaise à certains. Mais je ne citerai pas de nom, pour ne pas avoir de problème avec M. Zemmour. Après avoir explicité la contradiction entre politique d'une part et égo d'autre part, il faut maintenant nuancer les liens entre politique et jeu. Me suivez-vous? Ah oui. Il est aisé de comparer la politique à un jeu. Et à vrai dire, cette idée n'est pas aussi farfelue qu'on le pense. Réfléchissez-y. La politique est probablement le jeu de société le plus abouti, le jeu de société par excellence. Lorsque l'on joue au Monopoly, il est aisé de se prendre pour l'homme politique, celui qui dirige la ville et qui l'administre. Heureusement que la vie politique ne s'arrête pas cependant, comme les parties de Monopoly. Ce Fleury confirme. Donc où en étions-nous? Promettez-vous. Encore 5 minutes. Donc, où en étions-nous? Le jeu est une activité soumise à des règles conventionnelles, comme la politique, comporte des gagnants et des perdants, comme en politique. Et quand on joue, comme en politique, il faut faire preuve d'esprit, d'agilité, voire même de fidélité. Bon. Sauf pour DSK, je vous l'accorde. Donc n'oubliez pas. Plus concrètement, il existe plusieurs exemples où le jeu et la politique s'entremêlent, notamment avec le sport. Le renouvellement des relations entre la Chine et les États-Unis pendant la guerre froide s'est fait par le ping-pong. Vous voyez le ping-pong, vous avez bien entendu. En même temps, le ping-pong, c'est 100 millions de licenciés en Chine quand même. Le début du réchauffement des relations entre ces deux pays s'est fait par la rencontre entre un champion de ping-pong chinois et un champion de ping-pong américain. Ils ont joué ensemble en 1971. Et ce qui s'est joué durant cet épisode, c'est plus que du ping-pong. C'est le réchauffement des États-Unis qui menait le bloc ouest avec la Chine communiste de Mao. Ce que nous montre cet épisode, c'est que si parfois jeu et politique sont liés, et bien parfois la politique est même subordonnée au jeu. Toujours pas convaincu? Vous souviendrez-vous que Jesse Owens, sprinter noir, quadruple médaillé d'or sous les yeux d'Hitler aux Olympiques d'été de 1936 à Berlin, ne devint pas un homme politique l'espace de quelques sprints? Je pourrais évoquer aussi le geste puissant des deux athlètes américains qui, une fois sur le podium aux Jeux Olympiques de Mexico de 1968, levèrent leur poing en signe de protestation contre le racisme aux États-Unis. Mais ce ne serait pas civil car vous l'avez compris, jeu et politique interagissent parfois. Mais attention à ne pas non plus trop jouer en politique. Jeu de main, jeu de vilain. Manuel Valls ne me contredira pas. La politique, comme nous venons de le constater, peut être un jeu. Oui, j'ai dit que la politique pouvait être un jeu, mais ne sera jamais, au grand jamais, un jeu de l'ego. C'est encore moins un jeu de Go. Pourquoi? Bien parce que lorsque vous jouez au Lego, vous avez une capacité incroyable, à n'importe quel moment, à tout effacer et tout recommencer. La construction avec les Lego est éphémère. Et c'est tout l'inverse en politique. Les réformes voulues par les hommes politiques passent ou cassent, lassent, mais laissent des traces. La construction d'un enfant qui joue avec ses Legos ne s'inscrit pas dans le temps, mais lui permet d'assouvir une envie interne, profonde, personnelle, et donc de suivre son ego. L'enfant qui façonne des constructions dans sa chambre se prend pour Dieu, façonnant l'homme à son image. Or, vous condamnerez avec autant de force que moi, autant de vigueur, que l'homme politique qui, se prenant pour Dieu, administrerait la ville, dirigerait son pays, en ne se fiant rien d'autre qu'à son ego démesuré. Avant de laisser mon cher contradicteur redescendre en bas de cet amphithéâtre, je vais vous laisser sur ces quelques mots. Se laisser aller, à écouter son ego. Lorsque l'on fait de la politique, c'est comme quand ton ex t'envoie un message pour se revoir. C'est tentant, mais c'est mal. Chers contradicteurs, je crois que nous devrions revenir ensemble sur la notion de politique. Vous me dites, quand on regarde la politique aujourd'hui,
on voit bien que c'est de l'ego. C'est ce que vous me dites, vous constatez de l'ego quand vous regardez la politique. Vous me dites que ce que je dis, ce sont des beaux principes. Oui, ce sont des beaux principes, car la politique est belle. Je l'assume, je suis idéaliste. Mais la politique, est-ce que ce n'est pas faire primer ses idées? Est-ce que ce n'est pas faire gagner ses idées pour l'intérêt commun? Donc oui, la politique est belle, la politique doit être belle. Vous nous citez Paul Valéry, qui exprime l'idée que faire de la politique, c'est empêcher les gens de s'occuper de ce qui les regarde. Mais je crois justement que certains ont réussi sur vous. Et que vous pensez regarder la politique, mais ce n'est pas la politique que vous regardez. Vous regardez de la communication, du marketing. Quand on fait en sorte de détourner l'attention des gens, c'est quand on veut cacher notre réelle politique, premièrement. Donc détourner l'attention des gens est anti-politique, mais cela permet en même temps la politique. Et c'est toute la contradiction quand on observe la scène politique actuelle. On prend des choses pour de la politique, alors que la politique a changé d'endroit. Et elle a changé de main, elle n'est plus ici. Ce que mon contradicteur prend pour de la politique, c'est, comme je l'ai dit, du marketing, de la communication. La politique n'est plus là. Puisque ce que vous prenez pour de la politique, imprégnée d'ego, n'est en fait qu'une façade. La politique se cache chez d'autres personnes. D'autres personnes sont les réels hommes politiques d'aujourd'hui. Comme je l'ai dit, les politiques que vous prenez pour des politiques, alors qu'ils ne suivent que leur ego, ne font pas de la politique. S'ils faisaient de la politique en suivant leur ego, est-ce qu'on les condamnerait? Si justement vous constatez que l'ego est très présent en politique, eh bien cela explique justement l'abstention forte, l'abstention croissante. Si l'on s'abstient, c'est qu'on ne s'intéresse plus. Ce qui nous intéresse, c'est la politique, pas le jeu de l'ego. Donc la politique n'est pas le jeu de l'ego. Vous me dites ensuite que la politique est éphémère comme un jeu de l'ego. Vous me parlez de Rome qui s'est fait détruire. Mais si Rome était éphémère, en parlerez-vous encore aujourd'hui? Et Rome s'est fait détruire plusieurs fois, par les barbares, par un incendie. Rome le verbe être est difficile à conjuguer. Mais Rome s'est reconstruite plusieurs fois. Pour conclure, je dirais que chaque fois qu'un homme politique pratique le jeu de l'ego, il se fait gauler. Alors, Monsieur Delaunay, j'aurais plein de questions à vous poser, mais je vais vous en poser qu'une pour jouer le jeu. Vous avez dit, vous aussi, l'ego n'a pas lieu d'exister en politique. Est-ce que là, par contre, vous n'allez pas trop loin? Bien sûr, la politique doit être au service de l'intérêt général, vous l'avez souligné et vous avez bien raison, mais est-ce que l'ego n'est pas acceptable si on le conçoit comme un moteur au service de l'intérêt général? Non. Au service de l'intérêt général, ce ne serait pas l'ego, mais plutôt l'estime de soi. L'estime de soi est quelque chose de positif. C'est l'inner gain. C'est ce qui nous pousse vraiment à faire de bonnes choses, alors que l'ego, c'est vraiment une notion négative. C'est comme une carapace pour nous protéger. L'estime de soi est bon. L'estime de soi vient de nous-mêmes et peut profiter aux autres, mais pas l'ego. Bien, Monsieur Delaunay, justement, vous nous avez parlé d'une possibilité de distinguer le petit du grand P. Donc je me suis demandé si c'était quand même pas un jeu, mais de ce fait-là, un jeu un peu scabreux. La politique avec un grand P. Oui, vous avez dit que vous saviez distinguer la politique avec un grand P et la politique avec un petit P. La politique avec un petit P, c'est la dit... politique qui veut se faire passer pour la politique, mais qui n'en est pas, c'est la politique politicienne. C'est le jeu des médias. D'accord. Vous me dites que la politique n'est pas un jeu d'ego. Peut-on dire de son adversaire politique que son discours ne casse pas des briques? Oui, on peut le dire. Alors, j'ai beaucoup apprécié la défense que vous avez effectuée. Mais je me suis quand même interrogée quand l'idée qui vous est venue en termes de comparaison, c'était le Monopoly, qui est un jeu d'argent, si je me souviens bien. L'objectif est quand même de gagner beaucoup.
Monopoly nous amène à aménager, à citer quand même, mais amène à racheter des avenues, des appartements. On peut même passer par la casse prison. On investit. On investit au Monopoly comme on investit sa propre personne en politique. Comme l'a soufflé mon collaborateur dans mon oreillette. S'il avait une meilleure écriture, ça aurait été peut-être plus facile. Je le remercie quand même. Vous vous en êtes sorti avec la pirouette qui consiste à critiquer l'écriture de Monsieur Latrousse. Mais croyez bien qu'avec ma question, il faudra répondre sur le fond. Contrairement à vous, je pense que la politique, voire le politique, doit être le jeu du jeu. Je pense à Carl Schmitt, je pense à la dictature romaine, qui a prouvé que parfois, la prévalence du jeu dictatorial était nécessaire à la survie de nous collectifs. Est-ce que vous ne pensez pas que cette idée va à l'encontre de la vôtre, mais qu'à la fois elle est totalement justifiée? Il arrive, l'histoire a prouvé de nombreuses fois que la prévalence du jeu était providentielle pour la survie du nous collectif. Et donc, en cette circonstance, la politique peut et doit être le jeu de l'ego. Vous me parlez de dictature. La dictature n'est pas forcément le résultat d'un ego surdimensionné. Par exemple, l'adage latin Vivere universum vivus dulci, qui signifie par le pouvoir de la vérité, j'ai de mon vivant conquis l'univers, qui est attribué entre autres à Dieu, totalement, montre bien que on peut conquérir l'univers, donc avoir soif de pouvoir, ne pas respecter certaines règles, mais n'étant pas motivé par son ego, mais, comme je l'ai dit, par le pouvoir de la vérité. Donc ne pas respecter certaines règles démocratiques ne signifie pas nécessairement suivre son ego. Et une dictature à vie reste temporaire. Alors, d'une part, l'égoïsme peut ne pas être la cause de la dictature, mais c'en est nécessairement la mise en œuvre, ça peut en être la mise en œuvre, et le fait qu'elle soit temporaire n'a aucun rapport avec l'idée qu'elle puisse être absolument égoïste, à mon sens. Alors vous nous affirmez au contraire que la politique n'est pas un jeu de Lego. Pourtant, le principe du Lego, c'est qu'avec les mêmes pièces, exactement les mêmes pièces, on peut construire des choses très très différentes. Et finalement, en politique, est-ce qu'on n'a pas l'impression que toujours avec les mêmes pièces, on construit non pas des choses différentes, mais la même chose, une sorte de vaisseau? Vous savez, en temps avec les Lego, on va construire un vaisseau allié, de l'autre, un autre moment, on va construire un vaisseau ennemi, et puis en politique, c'est toujours la même chose, avec des pièces différentes, pourtant on arrive toujours au même vaisseau, qui va pouvoir basculer du côté obscur de la force, quelquefois. Est-ce que finalement, il n'y a pas quand même une ressemblance très forte entre la politique et le Lego? C'est vrai qu'en politique, en regardant, on pourrait penser que justement les hommes politiques construisent un peu souvent la même chose. Mais je pense qu'aussi c'est parce que la politique n'est plus seulement entre les mains des hommes politiques, mais dans d'autres mains. Par exemple, quelqu'un qui fonde une association de quartier, pour agir localement, n'est pas considéré comme un homme politique, mais il fait de la politique. Un entrepreneur qui fonde une compagnie qui permet de réduire les inégalités, par exemple, je sais pas, avec Uber, même les pauvres peuvent prendre le taxi. Donc je pense qu'en réduisant les inégalités, certaines personnes font de la politique sans être des hommes politiques. Donc oui, les hommes politiques font un peu souvent la même chose, mais d'autres maintenant font de la politique et font des choses différentes. Donc en politique, on peut construire des choses variées. Les hommes politiques ne font pas forcément des choses variées, mais en politique, on peut quand même. Mais ça veut dire que ces nouveaux politiques dont vous parlez, eux, ne construisent pas avec les mêmes pièces que les autres, en ce cas-là? Non. Mais les Legos sont toujours de nouvelles collections tous les ans, donc ils ont les Legos dernier cri. Ils ont donc la boîte 6128 que tout le monde s'arrache. D'accord, très bien. Je vous remercie. Alors pour cette joute, le gagnant est Monsieur Delaunay Rissetto. Et le jury félicite bien sûr les deux candidats. Merci et bonne continuation pour le concours.